ça m'a pris 7 minutes et je discutais avec quelqu'un d'autre en même temps. Donc c'est très court. Et c'est pour un projet qui est fortement lié à l'ASMR, à la détente. Et ton avis est très important pour mon équipe et pour moi. Car on va prendre fortement en compte les retours pour le développement de ce projet. Et je suis assez convaincu que c'est le style de projet qui pourrait te parler éventuellement. Car c'est très fortement donc lié à la détente, à l'ASMR. Et c'est quelque chose qui, je pense, serait plutôt attendu par ceux qui regardent mes vidéos. En tout cas, je ne t'en dis pas plus car ce n'est pas le but de la vidéo. Mais si jamais tu as le temps juste de cliquer et d'aller répondre, c'est rapide et ça m'aidera beaucoup derrière. En plus, ça permet de commencer à parler de ce projet qui m'occupe à plein temps et dont j'espère bien reparler bientôt dans des vidéos dédiées. Une dernière anecdote, si jamais tu es créateur de contenu ASMR ou juste créateur ou créatrice d'ailleurs de contenu lié à la détente, que ce soit de la sophrologie, de la méditation, il y a un formulaire, il y a un autre sondage dédié juste pour toi. Mais celui-là, je n'ai pas mis le lien dans la description car je veux le partager uniquement aux créateurs en main propre en quelque sorte, par mail ou par message privé sur Facebook ou Twitter. En tout cas, donnez directement le lien aux créateurs et créatrices de contenu. Donc si tu es dans cette catégorie, n'hésite pas à me contacter en message privé, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook ou par mail. Je t'enverrai le lien avec plaisir, car les créateurs vont avoir un grand rôle dans ce projet. Et c'est important pour moi d'avoir des retours de leur part aussi. Mais si tu n'es pas créateur ou créatrice, eh bien le sondage qui est tout en haut de la description est nickel pour toi. Il concerne toutes les personnes en général en fait, même celles qui n'écoutent pas forcément d'ASMR. Bon, j'ai déjà un petit peu trop traîné, je suis désolé. On va pouvoir enchaîner sur le vrai contenu de ce Ciné Relax numéro 5. Et j'ai avec moi la petite tablette pour la liste des films et des séries dont je vais parler dans cette vidéo. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films et 3 séries, mais il y en a 2 dont je vais parler très brièvement, je pense. Et connaissant le temps que je peux passer sur certains films, ça risque encore d'être peut-être un peu long, on va voir ça. Alors, la dernière fois dans l'épisode 4, on s'était arrêté sur Star Wars Rogue One Story, si je ne me trompe pas. Et bien, quelque temps après, j'ai regardé une merveilleuse Histoire du temps, qui est un film de 2015, réalisé par James Marsh, avec en acteur principal Eddie Redmayne, et aussi avec Felicity Jones et Charlie Cox. En anglais, le titre, si je ne me trompe pas, c'est The Theory of Everything. Tu en as probablement au moins entendu parler, car c'est un film qui a eu un certain succès et qui a eu même quelques récompenses aux Oscars, dont le prix du meilleur acteur pour Redmayne, qui jouait donc le personnage de Stephen Hawking. Tu connais peut-être
interprétés par ordinateur et qui ensuite forment des phrases et qui sont ensuite dit à haute voix par une machine. Bon, tu connaissais sûrement déjà tout ça, mais c'est pour poser un petit peu le contexte du film, qui s'attarde surtout sur le passage où son état aggrave justement. Comment ça a débuté et comment ça s'aggrave ensuite. Et je trouve que le film en fait est très très centré sur sa vie amoureuse, car il a eu une femme, d'ailleurs qu'il est toujours avec, peut-être plus, non, il est plus avec, mais il est resté très longtemps avec la même femme, et comme tu peux te l'imaginer, c'est un challenge assez particulier que de vivre avec un scientifique pareil, handicapé qui plus est. Et concernant mon avis sur le film, j'en attendais peut-être un petit peu plus malheureusement. La performance de l'acteur principal est fantastique. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il est impeccable. Et d'ailleurs c'est pour moi lui qui fait quasiment tout le film. Il joue un rôle très très compliqué à la perfection. Et pour le coup, s'il a bien eu un Oscar, je suis à peu près sûr. Ça me semble amplement mérité. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que le film était assez lambda. La réalisation était bien, mais pas époustouflante. Les acteurs et actrices étaient très bons. C'était un bon film. J'ai apprécié le suivre. Mais il ne m'a pas spécialement surpris, il ne m'a pas spécialement ému. J'avais l'impression que c'était une bonne copie, bien rendue, bien faite, mais qui ne m'a pas bouleversé plus que ça, en dehors de la prestation donc de l'acteur principal. Juste une petite note pour Charlie Cox. Sur le coup, je ne l'avais pas reconnu, mais je trouvais qu'il jouait plutôt bien et qu'il avait un certain charisme. Et j'ai réalisé après coup que c'était l'acteur principal de Daredevil, la série, qui est sans aucun doute ma série préférée dans les séries Marvel. Et je suis assez fan de l'acteur principal dans ce rôle. Donc ça m'a fait rire de réaliser que sans le reconnaître immédiatement, j'avais une nouvelle fois apprécié sa performance. Bon, du coup, j'avais mis une note un petit peu au-dessus de la moyenne, un bon film avec une excellente performance. Ensuite, alors il s'agit de Insaisissable 2, un film de John M. Chu, avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo et Woody Harrelson entre autres. Il en manque la moitié des acteurs car j'ai juste copié les 3 premiers, mais il y a aussi par exemple Daniel Radcliffe et Michael Caine si je ne me trompe pas. Il y a aussi une actrice principale dont malheureusement je n'ai pas le nom. Du coup, j'en suis désolé. Alors, Insaisissable 2.
deuxième fois sans m'ennuyer spécialement. Donc un bon film. Et j'avais même apprécié un petit peu plus que ce qu'on me disait autour de moi. Mais le deuxième, là je n'arrive vraiment pas à le défendre. C'est très 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 poussif. Ça fait dans la surenchère quasiment tout le long du film, malheureusement. Et au point que ça en devienne ridicule. C'est dur de sauver quoi que ce soit. Dans ce second opus, j'ai réussi à être plutôt diverti pendant 1 heure, je dirais, mais j'ai eu beaucoup de mal à terminer le film. Daniel Radcliffe est plutôt amusant de temps en temps, mais un peu comme tout le monde, sa performance, c'est un peu lourd. Vu que tout le film en fait un petit peu trop, même beaucoup trop, soyons honnêtes, eh bien ça se ressent dans un peu toutes les performances et un peu toutes les scènes. Et je n'arrive pas trop à lui trouver des qualités, si ce n'est qu'il est justement parfois drôle, à force d'être un peu ridicule. On arrive parfois presque à tomber dans le nanar, et j'aime bien les films de ce genre. Mais malheureusement, il n'est pas assez drôle, pas assez régulier, et il se prend peut-être beaucoup trop au sérieux par rapport au premier. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Peut-être que tu as vu et apprécié le film. C'est comme pour tous les autres avis que je vais donner d'ailleurs. L'avis que je ne donne n'engage que moi. Et surtout sur des œuvres comme des films ou de la musique, c'est très très personnel. Il y a des films que je vais adorer, dont je vais te vanter les mérites pendant des heures, et que tu vas peut-être trouver très ennuyeux et totalement imbuvable. Et inversement du coup. Alors, ensuite, il y a au contraire une bonne surprise avec Paterson, un film de fin 2016, qui est un film de Jim Jarmusch avec Adam Driver. Alors, je vais essayer de prononcer le nom de l'actrice. Golshifteh Farahani. Je te conseille d'aller voir la page Wikipédia si tu veux son nom, ce sera peut-être plus pratique. Et Barry Shabaka Henley. Ok, ouais, je vois qui c'est. Donc Paterson, il m'avait un petit peu intrigué car il y avait justement Adam Driver en tête d'affiche dessus. Adam Driver qui est donc le nouveau méchant dans Star Wars. En tout cas dans Star Wars épisode 7. Et qui là se retrouve dans un rôle assez intéressant, je trouve. Et c'est un film qui va être très compliqué à décrire. Et surtout ses qualités vont être compliquées à décrire. Paterson, c'est un film qui arrive à tirer de la beauté dans de la simplicité, dans des vies simples, dans de la routine. Paterson est un chauffeur de bus qui habite à Paterson justement. Petit côté comique, on va dire, de la chose. Et c'est un personnage qui est vraiment très simple. Il conduit son bus. Il écrit quelques sortes de poèmes de temps en temps, sans forcément un grand talent a priori. Mais il y met tout son cœur. Et au final, on arrive même à trouver, je trouve, de la beauté dans ce qu'il fait. Alors qu'au début, ça semble presque un petit peu ridicule. Et il vit une vie assez tranquille avec sa femme. Il a ses routines quotidiennes. Et d'ailleurs, le film veut
simples, des petits événements, des petits changements de la routine, mais pas de gros événements. Et pourtant j'ai beaucoup aimé, car justement c'est filmé avec justesse, c'est assez bien joué, même plutôt bien joué. Oui, plutôt bien joué est un peu au-dessus de assez bien joué. Je sais que la nuance est pas très claire. Et j'ai réussi à trouver ça beau, tout simplement, à prendre du plaisir dans les petites choses dont le film parle, à voir de l'aventure dans le moindre retournement, même s'il n'y a pas grand-chose dans ce genre. Et c'est un film qui, lui, pour le coup, est plutôt touchant, et que je recommande, même si je comprendrais tout à fait que tu le trouves très ennuyeux. Il faut être préparé, je pense, si on a envie de voir de l'action, des retournements de situation. Le film ne te proposera pas ça du tout. Il faut s'attendre à quelque chose de très lent, de très posé. Mais il vaut le coup d'œil. Alors ensuite, on continue avec un film de 2009 qui est Brothers. Un film de Jim Sheridan avec Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal et Natalie Portman. Un bien beau casting avec trois acteurs que j'aime plutôt bien, voire beaucoup. Donc Tobey Maguire, que tu connais sûrement, en tout cas c'est comme ça que je connaissais à la base, parce qu'il a été le premier Spider-Man lors de la première trilogie, et qui là se retrouve avec le rôle quasi principal, voire principal. Mais surtout, tu le sais sûrement déjà car ça doit être la 3e ou 4e fois que je le dis, mais je suis assez fan de Jake Gyllenhaal, et ça a été pour moi une des conditions pour voir le film. Mais je n'ai pas oublié du tout Natalie Portman, qui est une de mes actrices préférées. Je trouve qu'elle a un jeu assez juste. Donc Brothers, c'est un film que l'on pourrait croire de guerre, vu que Tobey Maguire part en Afghanistan, je crois, ou Irak, en tout cas un pays du Moyen-Orient. Et il va malheureusement être, on va croire, aux États-Unis qu'il est mort. Et sa femme va devoir essayer de passer ce deuil. Et son frère, joué par Jake Gyllenhaal, va lui aussi devoir affronter cet événement et essayer de retrouver du sens à sa vie qui était plutôt mal en point, on va dire. Je ne vais pas t'en dire davantage. Le but de Ciné Relax n'est jamais de spoiler. Mais c'est la situation un petit peu de départ. Et j'ai trouvé que c'était globalement un bon, voire très bon film. En particulier pour la performance des trois acteurs, qui sont impeccables pour les trois. C'est eux qui portent une partie du film. On va voir l'évolution au sein de la famille. C'est beaucoup de choses qui sont exprimées, pas forcément avec du dialogue. Et ça, en général, j'apprécie quand un film arrive à nous faire comprendre des émotions, à nous faire passer des messages, sans qu'il y ait forcément de message direct pour nous le dire. Quand un film arrive à me dire « Elle est triste car, je ne sais pas, car son mari a disparu » et on voit que l'absence du père est très douloureuse pour la fille et pour le frère. Si un film arrive à me dire tout ça, sans que le personnage dise « C'est terrible, il me manque », voilà, blabla.
c'est un bon point. J'aime bien quand c'est un petit peu subliminal, ou en tout cas pas direct. Et là pour le coup c'est justement une des grandes forces du film. C'est fait avec finesse, ça traite un sujet intéressant, ça en traite un autre que je trouve d'autant plus intéressant par la suite du film, mais je ne peux pas en parler sans spoiler. Et au final c'est un film assez complet qui se regarde très bien, un bon drame. Il a ses petits défauts aussi, je ne me souviens plus exactement, mais je sais que quelques petites choses m'avaient fait tiquer. Peut-être parfois le côté copie un peu trop propre presque. Parfois on a l'impression que le film a son but, remplit son but, mais proprement. C'est bien fait. Mais c'est bien fait un petit peu plus que une merveilleuse, j'allais dire fantastique, un petit peu plus que pour une merveilleuse histoire du temps, selon moi. Même s'il n'y a pas de performance au niveau de celle de Redmayne. Alors, je suis en train de perdre ma jambe droite. Tu m'excuseras 2 secondes. Toujours le problème dans ce lieu de tournage. C'est terrible. Bon, je vais essayer de continuer. Ah. Alors. Le prochain film, je risque d'en parler un petit moment. Je regarde le timer avant de commencer. Car il s'agit de La La Land, film de 2017, réalisé par Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone principalement, mais aussi John Legend. Oui, là je n'ai pas besoin de regarder l'affiche pour le coup. Et là, autant le dire tout de suite, je ne vais pas faire du suspense inutilement. C'est mon gros coup de cœur de ces dernières semaines et potentiellement de ces dernières années. C'est un film que j'attendais beaucoup, tout simplement parce que le réalisateur m'avait bien impressionné avec son film Whiplash, qui lui a d'ailleurs permis de faire La La Land. Il le dit en interview. C'est le succès de Whiplash qui lui a laissé autant de liberté pour La La Land. Et c'est mérité. Donc déjà, le réalisateur m'intéressait. Ensuite, tu le sais sûrement déjà aussi, si tu as vu d'autres vidéos, mais je suis assez fan de Ryan Gosling, qui est sans aucun doute dans mon top 5, top 10 acteurs, avec Jake Gyllenhaal d'ailleurs. Et concernant Emma Stone, eh bien c'est une actrice que j'attendais dans ce rôle car ce n'est pas une actrice que j'aimais particulièrement jusque-là. Alors c'est une actrice qui est évidemment plutôt jolie, c'est impossible de dire le contraire. Et j'ai vu plusieurs de ses films, mais elle ne m'avait jamais vraiment convaincu. Elle jouait plutôt bien, il y avait du potentiel, mais c'est comme si elle était retenue ou pas exactement dans le rôle qu'il lui fallait. Et là pour le coup je trouve qu'elle crève l'écran, mais d'une force. Et je trouve sa performance au-dessus de celle de Ryan Gosling d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup impressionné. Concernant le film en lui-même, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un résumé ou d'en parler de trop, car tu as sûrement déjà entendu énormément de choses à son sujet, et j'ai peur que ça fasse un petit peu overdose de ton côté. Et en même temps, je ne peux pas passer à côté, vu que ça reste mon coup de cœur total. Alors, pour faire simple, c'est une histoire d'amour en mode comédie musicale, même si le côté comédie musicale
le style comédie musicale, mais il y a quand même une bonne partie du film qui est plutôt comme un drame, une comédie romantique, ou drame romantique, ça dépend des catégories, mais je dirais une bonne moitié du film n'est pas en mode comédie musicale. D'ailleurs ça a posé débat un petit peu. Il y a ceux qui disent que justement ça manque un petit peu de côté musique parfois, et ceux qui disent que ça permet d'éviter l'overdose durant le film. Je suis plutôt partisan de cette seconde option. Mais concernant les musiques, c'est évidemment un énorme point fort du film. On sent que Damien Chazelle aime la musique. Ça se sent depuis Whiplash. On sentait qu'il y avait une réelle passion pour la musique. Et dans Whiplash, c'était exprimé via ce débat entre l'acharnement, il y avait un côté violent presque dans le fait de vouloir jouer de la musique. Je ne vais pas revenir trop en détail sur ce film que je recommande si tu ne l'as pas vu. Mais là, dans La La Land, on continue de voir qu'il a une vraie passion pour ce milieu. Et quasiment toutes les scènes musicales sont très marquantes. La scène d'intro, tu en as probablement entendu parler, avec la musique Another Day of Sun. Elle pose plus que bien les bases, avec une très belle séquence, en plan séquence d'ailleurs. J'ai pas voulu la faire celle-là. Et la musique est entraînante, elle est de bonne humeur, c'est superbement filmé, ça met une petite claque d'entrée, et ce n'est que le début. D'ailleurs c'est assez drôle car j'y suis allé, c'est le moment d'avouer, mais je suis allé le voir 3 fois au cinéma. Une fois tout seul parce que je voulais le voir, une fois avec des amis parce qu'elles voulaient aller le voir et m'ont proposé de revenir avec elles en sachant que je comptais y retourner. Et une 3e fois parce qu'une amie m'a dit qu'elle ne l'avait pas encore vu et que je trouvais ça absolument inacceptable. Et à chaque fois en tout cas, les musiques restent en tête pour tout le monde. Et on m'a même dit plusieurs fois, ah ce matin je me suis réveillé avec Another Day of Sun en tête, c'est terrible. Et j'ai même une amie, donc Blueberry ASMR, à qui je dis coucou au passage, qui est absolument amoureuse du film et se passe les musiques en non-stop. Je suis un petit peu dans son cas aussi. Du coup, je pense que je ne vais pas trop détailler les autres, car c'est globalement du même acabit. Certains vont avoir plus de sensibilité pour une musique ou pour une autre, mais c'est dur, je pense, de n'en aimer aucune ou d'être totalement indifférent sur le côté musical du film. Les acteurs sont parfaits, c'était juste le choix idéal. Les deux dégagent un charme fou, les deux ont une alchimie particulière ensemble. On y croit totalement à cette histoire d'amour. Elle est belle d'ailleurs, elle est très belle. Je dis beaucoup de fois très je crois. Ce n'est pas un super moyen d'exprimer ce que je ressens, mais c'est parce que je suis très enthousiaste. Oui, j'aime bien me taquiner au sujet de ce film. Donc des acteurs juste parfaits pour ce rôle, c'était idéal. Et on a envie, on veut croire leur histoire, on a envie de les revoir, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et on est particulièrement touché quand le réalisateur veut nous émouvoir. Et pourtant ça m'arrive relativement rarement d'être touché par un film à ce point.
voire très rarement. Niveau réalisation, c'est impeccable. Les plans sont travaillés, c'est beau tout simplement. C'est très bien filmé, il y a de bonnes idées tout le temps. Ça donne envie de danser, de chanter, ça fait ressentir beaucoup d'émotions différentes ce film. On a envie de rire, on a envie de pleurer, on a envie de danser. Il y a un petit côté, on a envie de vivre en fait à la fin de ce film. Et je l'ai vu donc 3 fois au cinéma. Et je ne me suis jamais lassé. Et je ne m'en lasse d'ailleurs toujours pas. Je n'aurai aucun problème à le revoir une nouvelle fois. Car je n'y vois pas de défaut. Je sais qu'il y en a. Car il y en a pour toutes les œuvres. Et certains d'ailleurs ont trouvé le film juste convenable, voire décevant. J'ai entendu beaucoup de fois, ça ne mérite pas du tout des Oscars, c'est totalement surestimé. Et je veux bien, je comprends que ça ne fasse pas autant d'effet à d'autres. Mais de mon côté, c'est le coup de cœur total. Et j'espère qu'il va justement rafler un maximum d'Oscars, au moins pour la réalisation, le meilleur film et la bande-son. Je pense que c'est juste indispensable d'avoir au moins ces Oscars-là. Après, j'espère qu'il y aura aussi quelques autres, mais bon, je verrai bien d'ici quelques jours. Si tu ne l'as pas vu, je pense que tu sais déjà ce que je vais dire, mais évidemment il faut le voir, au moins essayer. Fais-toi ton propre avis. Mais je pense qu'il ne faut pas le manquer. Et j'espère que ça te fera ressentir les mêmes choses qu'à moi. Et bien, comme prévu, j'en ai parlé pendant beaucoup trop longtemps. Ça fait déjà 10 minutes que je parle de La La Land. On va passer à un autre film. Donc, on change totalement de registre avec Premier Contact, qui est un film de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker. Justement, petite anecdote à ce sujet. Quand j'étais allé voir La La Land pour la première fois, en étant donc tout seul, eh bien j'avais enchaîné juste après sur Premier Contact. Et c'est là que je l'ai vu. Je voulais absolument voir les deux. Pourquoi pour Premier Contact? Eh bien parce que c'est un film de Denis Villeneuve, qui est un réalisateur qui a réellement un gros potentiel et qui fait en général de superbes choses. En tout cas des choses différentes à sa façon. Et en plus il a plutôt été acclamé niveau critique et on me l'avait recommandé assez chaudement plusieurs fois. Donc Denis Villeneuve, si tu ne le connais pas, il a fait par exemple Sicario que je recommande. Il a fait aussi Incendie qui est le film qui l'a fait connaître, je crois bien, mais que je n'ai pas encore vu. Ça sera bientôt réparé. Il a fait aussi Prisoners dont je vais parler un petit peu plus tard. Et il va réaliser le prochain Blade Runner. Et aussi il va faire le remake de Dune. Il va être à l'affiche pour encore quelques temps. Concernant Premier Contact, ce qui est vraiment intéressant avec ce film, c'est qu'il va être donc un film de science-fiction avec un thème de départ relativement classique. Des extraterrestres débarquent, en tout cas des dômes géants
apparaissent à différents endroits de la planète et on sait qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur. C'est donc le premier contact avec une vie alien. Jusque-là, c'est un scénario qui peut correspondre à un petit paquet de films. Mais là où Premier Contact est intéressant, c'est qu'il va se centrer sur le contact justement, et le dialogue avant tout. Comment peut-on apprendre à communiquer avec une forme de vie extraterrestre? Comment le langage, comment la science peut aider à comprendre quelque chose de totalement différent, mais qui pourtant a aussi sa façon de communiquer. C'est un mélange entre donc Amy Adams, qui est une linguiste de renom. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça son métier de base. Une spécialiste en tout cas dans tout ce qui est langue et communication. Et donc Jeremy Renner qui lui a le côté plus scientifique, rationnel, les mathématiques, ce genre de choses. Et les deux doivent collaborer pour faire communiquer les aliens. Ça, c'est le point fort du film. Avec autre chose. Il y a pour moi deux très bonnes choses dans Premier Contact. C'est donc cette approche, le dialogue, tout un côté assez lent, mais justement ça prend son temps pour expliquer comment on peut arriver à des résultats via différents types de dialogues, mais aussi l'esthétique du film. Et ça, je l'attendais un petit peu avec Denis Villeneuve. Il arrive à créer une ambiance assez particulière, assez froide, assez angoissante, mystérieuse plutôt. Et avec juste quelques plans, quelques couleurs, il arrive à vite mettre en place des ambiances, justement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Donc j'ai apprécié le traitement du sujet et le visuel principalement. Concernant les acteurs et l'actrice, c'était bien. Je n'ai pas été ébloui. Ce n'est pas des performances à Oscar ou quoi que ce soit, mais c'était bien. On y croit, ils sont plutôt convaincants, ils amènent bien leur personnage, pas de problème. Mais pourtant, j'ai pas été transporté par le film. Encore une fois, j'ai peur d'en avoir un petit peu trop attendu. Je pense qu'on me l'a un petit peu trop vanté. J'attendais vraiment le renouveau de la science-fiction. Et même si c'est un film qui m'a plu et qui est un petit peu différent des autres, de par sa façon d'être traité, de par sa lenteur, de par son manque de sensationnalisme, eh bien, j'ai quand même un peu l'impression qu'il se bloque, qu'il se restreint un petit peu trop. Comme si on n'avait pas vraiment voulu aller jusqu'au bout du sujet. Et comme si on avait gardé ce traitement qui devait rester lisse au final. J'avais une sensation de barrière un petit peu. Et les révélations principales, malheureusement, n'ont pas été des révélations pour moi. J'avais anticipé la plupart des surprises et retournements. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement me bloque un petit peu aussi. Car quand un film veut tout miser sur une surprise, et en fait justement, on fait monter la pression, on fait monter le suspense pour la révéler, et bien quand on l'a deviné depuis quelque temps déjà, ça tombe un petit peu à plat. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas été transporté par Premier Contact. Mais
je tiens à dire aussi qu'il y a peut-être le fait que je l'ai vu après La La Land qui a joué. C'était deux films totalement différents et j'avais été tellement transporté par La La Land que ça s'est sans doute répercuté sur Premier Contact, qui n'a pas pu me faire un effet pas similaire, car ce n'était pas possible de toute façon vu le sujet, mais en tout cas il ne m'a pas bouleversé ou transporté non plus. Alors je suis en train de voir que la vidéo va encore durer une éternité. Je crois que c'est ma mode en ce moment, de faire des vidéos qui durent 1 heure ou plus. Et il reste encore quelques films et séries à traiter. Donc une nouvelle fois, si tu veux voir un film en particulier, n'hésite pas à aller dans la description et à cliquer sur le timer. Ensuite, on a le film Les Fils de l'Homme, réalisé en 2006 par Alfonso Cuarón, avec Clive Owen, Juan Gabriel Iacuzzi et Michael Caine. Donc Alfonso Cuarón, tu le connais sûrement pour son film Gravity, qui a été pour le coup un très gros succès et qui pour ma part m'avait plutôt bien plu. Et là, je suis donc revenu en arrière dans sa filmographie et j'ai regardé 11 ans après la sortie le film Les Fils de l'Homme, que j'avais totalement manqué et qui pourtant, eh bien, est presque un meilleur film que Gravity selon moi. Je suis même à peu près convaincu qu'il l'est. Les Fils de l'Homme, c'est un sujet relativement simple, on va dire. L'humanité n'arrive plus à avoir d'enfants. Petit à petit, les filles n'arrivaient plus à tomber enceintes, ou alors elles faisaient de fausses couches, jusqu'au jour où plus aucune femme n'est enceinte sur la planète. Sauf une, évidemment, qui peut incarner la dernière chance de l'humanité. Et ce film, alors là, je tiens à le dire tout de suite, si tu as envie de passer un bon moment détente, de ne pas te prendre la tête, de te sentir un petit peu mieux, ce n'est pas Les Fils de l'Homme qu'il faut regarder. Mais alors, pas du tout. Car c'est un film particulièrement sombre et déprimant. Et je ne dis pas ça comme des critiques. Chaque film a son style et a ses propres messages. Et au contraire, Les Fils de l'Homme est pour moi un des meilleurs films de la liste dont je te parle ce soir. C'est juste qu'il est particulièrement sombre et pas forcément joyeux à voir. Je vais avoir du mal à dire beaucoup de choses dessus car je préfère presque juste te conseiller de le voir. Je te le conseille fortement. Si jamais tu n'es pas traumatisé à l'idée de voir un film triste, il y a juste beaucoup de bons points
appréciable. Et je pense juste que tu devrais jeter un œil, au moins essayer aussi de voir ce film. Il est touchant, il est dur à voir certes, mais il aborde des sujets qui sont tout à fait valables aujourd'hui. Donc 11 ans plus tard, malheureusement. Et au contraire, je trouve que le film a d'autant plus de sens aujourd'hui qu'à l'époque. C'est très marquant aujourd'hui quand on voit le film. Car malheureusement, il est plutôt réaliste et inquiétant. C'est une situation qui pourrait se produire assez facilement. Bref, je recommande Les Fils de l'Homme. Les acteurs sont super, le traitement est super. Il y a plein de bonnes choses dans ce film. Alors, ensuite, ah bah dis donc, je viens de réaliser quelque chose. Sur 10 films, sur les 10 films dont je vais te parler, il y en a 3 qui ont pour acteur Jake Gyllenhaal. Ce n'est pas forcément du hasard, c'est pour moi un critère de sélection avant de regarder un film. Il y a de bonnes chances que j'aille plus naturellement vers un film où il y a Jake Gyllenhaal. Et apparemment en ce moment, ça a été le cas. Oui, je dis trop de fois particulièrement aussi, j'ai remarqué. Et donc le suivant, il s'agit justement de Prisoners, dont je t'ai parlé un tout petit peu avant, qui est un film de 2013 de Denis Villeneuve, avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal et Viola Davis. Pour le coup, je pense que je vais aller vite à l'essentiel sur Prisoners, car j'ai déjà parlé de Denis Villeneuve, et du fait que c'est un bon réalisateur. J'ai déjà parlé de l'acteur que peut être Jake Gyllenhaal, qui a quelque chose dans son regard, dans son attitude qui peut être glaçante. Il a un mélange de... Il a un côté en fait très charismatique, mais inquiétant. Il est terrifiant et en même temps on peut pas s'empêcher de trouver qu'il crève l'écran la plupart du temps. En tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et là on est sur une histoire de disparition de 2 fillettes dont les parents vont évidemment partir à la recherche. Le père d'une des 2 fillettes est joué par Hugh Jackman, qui va jouer le rôle du père violent, très violent, qui est prêt à tout pour retrouver sa fille, pendant que Jake Gyllenhaal va jouer le rôle du policier en charge de l'enquête. Et là encore c'est un film pas super joyeux, assez violent, avec je trouve un Hugh Jackman très convaincant. Sur ce film, je pense d'ailleurs que je préfère la performance de Hugh Jackman à celle de Jake Gyllenhaal. J'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait. Il est prêt à tout, et ça se voit dans son jeu d'acteur. On y croit, justement. Et il n'est pas ridicule. Il est prêt à tout car perdu et il ne veut qu'une chose, c'est retrouver sa fille. C'est cohérent. Pour le film, donc je vais faire simple. C'est bien filmé,
ensuite. Alors un film qui est pas mal nominé aux Oscars, c'est un film de Mel Gibson de 2016, Tu ne tueras point, avec Andrew Garfield, Teresa Palmer et Sam Worthington, entre autres. Et il est nominé dans une bonne partie des catégories. Je crois que Andrew Garfield est nominé pour le meilleur acteur. J'en reviendrai dessus. Mel Gibson doit être nominé pour le meilleur réalisateur. Je pense qu'il est aussi nominé pour le meilleur film. Il est nominé pour le meilleur montage et quelques autres catégories. Et malheureusement, je ne suis pas convaincu sur le fait que ce soit mérité par rapport à d'autres films ou d'autres acteurs. Je vais essayer de détailler un petit peu pourquoi. Donc Tu ne tueras point, c'est l'histoire vraie. Donc on voit d'ailleurs des séquences avec les personnages réels lors d'interviews qui racontent des passages du film. Ça permet à Mel Gibson de montrer qu'il a vraiment utilisé une vraie histoire et des vraies interviews pour construire les dialogues et les événements de son film. Ça donne une crédibilité, c'est assez malin. Et donc c'est une histoire vraie d'un soldat qui s'est engagé pour aller combattre au Japon, donc avant évidemment les 2 bombes atomiques. Mais c'est un soldat qui s'est engagé tout en refusant de porter une arme à tout jamais. Et ça va évidemment lui causer beaucoup de problèmes. Et l'histoire du film, c'est voir un petit peu comment il peut, ou non d'ailleurs, je ne vais pas te dire s'il s'en sort, mais comment il peut réussir à être un soldat sans tenir une arme, et comment il arrive à apporter du soutien, ou non. Je vais éviter de spoiler. Bon, je vais faire la critique du film en revenant sur ses nominations justement. Andrew Garfield nominé pour le meilleur acteur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un grand fan de Andrew Garfield à la base. Si tu ne le connais pas, il a joué Spider-Man lors des 2 derniers reboots. Alors il y a encore un nouveau reboot qui va sortir prochainement, mais là ce sera avec un nouvel acteur, encore plus jeune. Les 2 reboots d'avant ont donc été interprétés par Andrew Garfield, qui ne m'avait pas plu en fait, tout simplement. Je ne reviendrai pas trop là-dessus parce que c'est totalement un autre sujet. Mais sa performance ne collait pas au personnage de Spider-Man et c'est un acteur qui ne m'avait pas marqué. Après, je ne suis pas trop du genre à me bloquer et à ne pas changer d'avis. Il y a même des chanteurs, des acteurs que je n'apprécie pas du tout à une période et qui je trouve s'améliorent beaucoup par la suite. J'ai un exemple en tête, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en parler. De chanteurs que je ne supportais pas pendant longtemps et qui récemment m'a prouvé qu'il pouvait faire des bonnes choses aussi. Tu auras sûrement ta petite idée sur la personne de toute façon. Mais concernant Andrew Garfield, eh bien, je n'ai toujours pas réussi à avoir de déclic. Ça reste bien mieux que ce que j'avais vu dans Spider-Man. Il a un rôle où il joue quelqu'un d'assez simple une nouvelle fois. Et c'est vrai qu'Andrew Garfield joue plutôt bien l'imbécile heureux.
il faut reconnaître qu'il a des qualités sur ce point. C'est un acteur qui joue assez bien l'imbécile heureux. Mais en dehors de ça, je n'arrive pas à lui trouver de charisme particulier. Et il ne me parle juste pas. C'est triste à dire, mais je n'arrive juste pas à croire en ce qu'il fait. Donc, je ne comprends pas sa nomination aux Oscars. Je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'autres acteurs qui auraient bien plus mérité cette place, mais bon, ça fait partie du jeu. Et de toute façon, les nominations, il y a toujours des films comme ça qui sont un petit peu poussés dans toutes les catégories. Les autres nominations, alors il y a Mel Gibson pour le meilleur réalisateur. Là, je suis davantage d'accord, même si je pense que Damien Chazelle mériterait la récompense. Mais là, au moins, je trouve que la nomination est méritée. C'est une des bonnes forces du film, c'est sa réalisation. Elle est, au début, un peu lent, un peu trop classique, et le film globalement met du temps à se poser. Je dirais qu'il y a bien 20-30 minutes. Voilà, trop classique en fait, tout simplement. On a l'impression que le film manque de personnalité. Ça sonne comme du déjà vu pendant un petit moment. Mais ensuite, la réalisation arrive à apporter quelque chose au film. Il y a des scènes assez fortes, j'en revois 2-3 en tête, qui sont portées par cette réalisation, le montage, le rythme qui est donné et la façon dont les images sont amenées. Et là, je pense que c'est la sensibilité du réalisateur qui apporte toutes ces bonnes choses, qui sont d'ailleurs les gros points forts du film. Donc pour le coup, je ne trouve pas que la nomination soit volée. Par contre, il a été aussi nominé au montage, et j'ai trouvé que c'était assez classique dans l'ensemble. En dehors des 2-3 scènes auxquelles je pense, j'ai trouvé que le montage était relativement simple et propre, et il remplit son boulot. Et à côté, il y a un film dont je vais parler juste après, qui a un montage que je trouve excellent, et qui n'est même pas nominé. Mais bon, c'est le jeu. Je viens de réaliser que j'ai une nouvelle fois dépassé l'heure d'enregistrement. Et du coup, à chaque fois, c'est un petit peu la panique, car mon enregistreur se remet à zéro et lance un nouveau fichier en fait, lorsque je dépasse 1 heure et quelques. Et j'ai l'impression que j'ai oublié de lancer l'enregistrement ou que ça a planté. Mais non, tout va bien. Il faudra juste faire un petit peu de montage. Donc pour revenir à Tu ne tueras point, les acteurs sans plus de mon côté. J'ai trouvé que parfois ça manquait d'inspiration, que ça tentait de s'inspirer de choses déjà vues pas mal de fois. Un petit manque de personnalité du film. Et un côté malheureusement un peu trop américain. Alors le film essaie justement de ne pas trop l'être et de montrer l'horreur de la guerre, que ce soit côté américain, côté japonais. Mais en même temps, je suis pas totalement convaincu que le message soit vraiment celui-ci. En fait, j'ai cette étrange sensation que le film veut se donner une bonne image en tentant d'avoir ce petit côté il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Comme si c'était dans les consignes presque pour aller aux Oscars et tenter de donner un
ressenti ainsi tout en voyant bien que le film essayait de l'être. Mais je l'ai vraiment vécu comme une tentative de coup de com'. Donc globalement, c'est un film que j'ai apprécié voir. Je ne me suis pas ennuyé devant, peut-être un petit peu au début, mais rien de bien grave. Mais il manque quelque chose. Il manque peut-être des acteurs plus marquants. Il manque... il faudrait que le film ose davantage justement avoir de l'ambiguïté. Là en l'état, j'ai trouvé qu'il s'accrochait trop à son côté classique et déjà vu. Il essaye de s'en détacher par moments, mais au final j'ai pas été plus que ça marqué par le film. Donc je le recommande quand même sans trop de problèmes, car elle se regarde très bien, c'est bien fait. J'ai pas de choses qui m'ont empêché de le voir ou de choses qui me feraient dire que je le déconseille. Mais je pense qu'il, pour le coup, c'est un film pour lequel je dirais qu'il est un peu surestimé. Et du coup, peut-être que toi, de ton côté, tu trouves que La La Land est surestimé et que tu ne tueras point mérite davantage. C'est possible. Mais avec ma sensibilité, je l'ai vécu ainsi. On va essayer de ne pas atteindre les 2 heures de vidéo si possible. De toute façon, ma caméra ne voudra pas. Et donc, on arrive au dernier film que j'ai vu avant-hier. Il s'agit de Nocturnal Animals de 2017, un film de Tom Ford avec de nouveau Amy Adams, Jake Gyllenhaal et Michael Shannon. Donc on retrouve Amy Adams qui était dans Premier Contact et on retrouve Jake Gyllenhaal qui était dans Prisoners et dans Brothers. Et là, Nocturnal Animals, au contraire, c'est un film qui est totalement sous-estimé, à mon sens. Il est juste nominé pour une catégorie, je crois. Et je ne sais même plus laquelle c'est, car c'est une catégorie assez mineure. Oui, il est nominé pour le meilleur second rôle. Et j'ai trouvé ça particulièrement ironique, car j'aurais bien vu quelques nominations pour le film, mais pas celle-ci. Et il n'a aucune de celles où je l'aurais vu. Et il est nominé pour le meilleur second rôle, qui est bien, il est vrai, mais qui n'est pas du tout la force du film. Concernant l'histoire, il s'agit d'une femme, donc Amy Adams, qui est plutôt dans le domaine de l'art, de la mode un petit peu. Un domaine assez froid, assez égocentrique. En tout cas, il est présenté ainsi dans le film, un petit peu à la manière d'un The Neon Demon, dont j'avais parlé dans un précédent épisode de Ciné Relax. Je trouve qu'il y a un traitement un petit peu similaire du monde de la mode, justement. Et elle reçoit un soir un manuscrit du prochain livre de son ex-mari, qui est donc interprété par Jake Gyllenhaal. Et elle va commencer à le lire. Et on va donc voir l'histoire du livre à travers ses yeux à elle. Car les scènes qu'on va voir par la suite, qui représentent ce que le livre raconte, vont être racontées avec son point de vue à elle, ce qui est assez important au final. Et en même temps, on va avoir le droit à quelques flashbacks
pour raconter la relation qu'elle avait avec son ex-mari. Et là, je vais malheureusement devoir me limiter énormément dans cette critique, car le film a des qualités qui se découvrent petit à petit en le voyant, et qui se découvrent d'autant plus à la fin du film en fait. C'est à la fin que je trouve que le film prend tout son sens. Et quand je dis à la fin, ce n'est pas pour parler de la dernière scène ou des dernières minutes du film. Je parle bien de l'après-film. C'est l'après-film qui est presque le plus intéressant. Il y a deux façons de regarder Nocturnal Animals. On peut soit le regarder au premier degré, donc juste profiter de l'histoire. Les acteurs jouent bien, c'est bien filmé, le film est réussi en fait, même si on le regarde au premier degré, on peut passer un bon moment, même si on va être un petit peu déboussolé, on va avoir l'impression de rester sur notre faim, si on le regarde ainsi. Mais on peut aussi le regarder et chercher à vraiment comprendre le sens du film et comprendre tout ce que le réalisateur a voulu nous dire à travers chaque scène quasiment. Et là, le second degré de lecture est excellent dans Nocturnal Animals. Le second degré de lecture, c'est un petit peu ce qui a fait la légende de 2001 de Stanley Kubrick par exemple. 2001 était et reste d'ailleurs extrêmement mystérieux. Et en général, quand on terminait la séance, eh bien il y avait énormément de questions qui se posaient. Et ce qui a fait la légende en partie du film, c'est le fait que les gens retournaient le voir pour comprendre, que les gens discutaient longuement entre eux. Et il y a encore aujourd'hui des années plus tard, des heures et des heures d'analyse, que ce soit en texte ou en vidéo, pour essayer de comprendre 2001. Il y a même des personnes qui vont redécouper le film pour lui donner un autre sens. C'est assez incroyable. Bien là, pour Nocturnal Animals, on n'est pas à ce stade-là, car je pense qu'il y a moins à dire dessus, et il est plus facile de comprendre ce que le réalisateur voulait nous dire. Il y a certes un second degré de lecture, mais il est relativement simple à deviner, et en lisant quelques analyses en ligne, on a, je pense, un assez bon point de vue de tout ce que le réalisateur voulait faire passer. Donc ce n'est pas aussi poussé que d'autres films, mais ça reste cependant bien au-dessus de la moyenne. Et une fois qu'on repense à toutes les scènes, en cherchant à comprendre la signification de chacune, et je trouve que tout a du sens. Tout a du sens, et on se dit régulièrement « Ah mais oui, c'était donc pour ça qu'il y avait eu cet événement ainsi fait. » Et on a plaisir à repenser à toutes les scènes pour décortiquer les messages cachés. Ce n'est pas donc un film qui va avoir un second degré très long à analyser, qui va pas demander des jours de mystère, je pense, mais qui néanmoins a le mérite de faire réfléchir et d'être bien construit, bien joué, bien filmé, même si on n'a pas envie de trop se prendre la tête. On peut profiter du film, et si on a envie d'aller un petit peu plus loin, là le film passe un cran supérieur et je le recommande vraiment chaudement si tu aimes analyser un petit peu les scènes et les détails et faire des théories. Il y en a une qui me plaît particulièrement, mais si jamais tu veux en parler, eh bien je te recommande
parler en message privé sur Twitter ou Facebook pour éviter de spoiler dans les commentaires. Mais je serais ravi d'en discuter. Et c'est donc sur Nocturnal Animals qu'on va clore le passage film. Après 1h15 de vidéo, je crois. Et ce n'est pas encore totalement fini. Je pense que je vais perdre tous mes abonnés qui espèrent du contenu rapide. En ce moment, c'est la folie. Mais si tu es encore là, et que tu as donc survécu jusqu'ici, déjà félicitations. Et tu auras en plus l'honneur de m'entendre parler de 3 séries, rapidement. La seule série que j'ai vraiment terminée récemment, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression d'en oublier une, mais ce n'est pas grave. J'ai terminé Better Call Saul. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié, mais je le ferai dans un autre épisode, tant pis. Donc j'ai terminé Better Call Saul, une série de Vince Gilligan et Peter Gould, avec Bob Odenkirk, Jonathan Banks et Rhea Seehorn, entre autres. Better Call Saul, c'est donc le spin-off de Breaking Bad, avec les mêmes réalisateurs et une partie des mêmes acteurs. Mais sauf que là, on se concentre sur le personnage de Saul Goodman, qui est l'avocat un petit peu véreux dans Breaking Bad. Et on va aussi se concentrer sur le personnage de Mike, qui a un côté un peu dur à gage dans Breaking Bad. Je suis un gros fan de la série principale Breaking Bad, donc, que j'avais dévoré, qui était une de mes séries phares de ces dernières années. Entre temps, j'en ai vu pas mal d'autres et ça s'équilibre, on va dire. Mais j'ai voulu voir ce qu'allait donner un spin-off, surtout que j'aimais bien l'acteur et le personnage de Saul Goodman, mais il était... J'hésite entre plutôt et très, mais je manque totalement de vocabulaire sur cette vidéo. Donc Saul Goodman manquait un petit peu de profondeur dans Breaking Bad, mais en même temps c'était normal, ce n'était pas sa série. Et là, pour le coup, dans Better Call Saul, on va en apprendre beaucoup plus sur lui. Et on va voir comment le personnage s'est formé pour en arriver justement au personnage de Breaking Bad. Et j'avais un petit peu peur que ça manque de nouveautés ou que ça tourne au spin-off un peu cheap. Mais au final, pas du tout. Ça met peut-être un petit peu de temps à démarrer. Mais pour mieux comprendre les personnages et pour en découvrir de nouveaux tout aussi intéressants, c'est une excellente série. Bien jouée, avec l'esprit de Breaking Bad, tout en apportant quelque chose de différent. J'ai pris plaisir à regarder les 2 saisons, et je pense que je prendrai plaisir à regarder la suite quand elle sortira. Les 2 premières saisons en tout cas sont à recommander sans problème, surtout si tu as aimé donc Breaking Bad, qui je pense qu'il faut la voir avant. Ça reste recommandé, même si on n'est pas du tout obligé. Ah, et je n'ai plus besoin de la tablette pour les 2 dernières séries. Oups. Car je ne les ai pas terminées. Et je vais juste te donner un avis temporaire. Surtout pour la première, car je ne pense pas la continuer. Il s'agit de Bates Motel. On me l'a conseillé plusieurs fois. Et les avis étaient mitigés dessus. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est une des meilleures séries de ces dernières années et que c'est une série qu'il faut à tout prix voir, et d'autres qui sont plus mitigés sur le sujet. Et malheureusement, je rentre dans cette catégorie-là. Et j'ai essayé pendant 3 épisodes, je crois. Et je tiens à
préciser le nombre car c'est assez rare pour moi d'arrêter aussitôt en fait. Même quand j'ai du mal avec une série, j'essaye de faire au moins une saison car j'estime que parfois il faut du temps avant que ça se mette en place ou avant que les réalisateurs corrigent les erreurs du début. Ça peut arriver. Par exemple, une de mes séries comiques préférées, qui s'appelle The Office, a des premiers épisodes qui peuvent sembler lourdingues et qui ne sont pas aussi encourageants que ça. Et pourtant au final, quand on s'accroche et qu'on va regarder la suite, eh bien c'est une des meilleures séries comiques que j'ai pu voir. Mais là, pour Bates Motel, j'arrive pas. Je n'arrive pas à regarder la suite en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me déplaisent vraiment et qui me bloquent. Le jeu des acteurs me déplaît. Je vais pas chercher à tourner autour des mots. Mais le jeu des acteurs ne me parle pas du tout. Les dialogues sont souvent mal écrits. Les scènes ne sont pas convaincantes. Il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup trop. Surtout sur les premiers épisodes, je trouve ça assez incroyable qu'ils arrivent à avoir autant d'incohérences en si peu de temps. En fait, je trouve que ça a un côté vraiment très très série B, en série Z plutôt même. Comme si ça sonnait juste faux un peu tout le temps. Et je suis vraiment désolé de dire ça car l'abonné qui me l'a conseillé était très fan de la série. Et il m'a aussi conseillé d'ailleurs une bonne partie des films que j'ai cités auparavant. Et pour la plupart ça a été de bonnes surprises. Mais là je n'arrive pas sur Bates Motel. Peut-être que tu auras des bons points à me faire remonter. N'hésite pas à me dire ce que tu as aimé dans la série si jamais tu l'apprécies. Mais pour ma part, ça ne colle pas. Et pour terminer sur une note un petit peu plus positive, je vais juste te parler rapidement de la série que je regarde en ce moment. Il s'agit de Brooklyn Nine-Nine. Alors là, je l'ai dit comme si c'était Nine. Je m'excuse. Et donc Brooklyn Nine-Nine, c'est une série comique un format que j'apprécie en fait, le format série comique aux épisodes de 20 minutes. J'aime toujours en avoir une sous la main, car quand je prends mon petit déjeuner ou que je prends un repas, le format 40-50 minutes est parfois juste trop long. Et j'ai du mal à me lancer dans un épisode aussi long juste le temps du repas. Alors qu'un format 20 minutes, c'est en général pile le temps qu'il me faut. Bref. Et concernant cette série en particulier, eh bien, elle avait un gros challenge à relever parce que toutes les séries comiques au format 20 minutes que j'ai pu voir ces dernières années m'ont beaucoup marqué. Que ce soit The Office, que ce soit Parks and Recreation, que ce soit Community et que ce soit Arrested Development, ce sont uniquement des séries que j'adore et que j'ai d'ailleurs revues pour la plupart, ce qui ne m'était jamais arrivé jusque-là, de revoir une série. Et là, et du coup, quand je cherche une série dans ce format, je suis assez sélectif et je mets du temps avant d'en prendre une, car j'ai peur d'être déçu. Mais là, je suis ravi. C'est une série qui est très drôle, au sein d'un commissariat de police, donc à New York. Brooklyn Nine-Nine, c'est évidemment le nom du commissariat, le 99.
prononciation, je préfère préciser. Et les acteurs sont... je les trouve juste super attachants et drôles à la fois. J'ai du mal en fait à m'arrêter. C'est le genre de série où même si je ne voulais pas faire un épisode de 40 minutes, eh bien ça m'arrive souvent de lancer 2 épisodes de 20 minutes à la suite, voire davantage. Car c'est drôle, c'est bien fait. En tout cas, c'est un humour qui me parle beaucoup. Et je vais continuer très bientôt la suite. J'en suis déjà à la saison 3 d'ailleurs, alors que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Et je vais être triste lorsque je vais avoir fini les 4 ou 5 saisons qu'il y a. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je peux sans problème recommander au moins les 2 premières saisons. Et la 3e m'amuse aussi pour l'instant. Et c'est la fin de ce marathon. Je crois qu'on est à peu près à 1h30 de vidéo. Si tu as tenu jusqu'ici, bravo. Je ne pense pas que j'aurais réussi à tenir aussi longtemps sur une vidéo ASMR. Même si tu as regardé en plusieurs fois, je te félicite quand même, car ça reste très long. Mais si jamais tu es ici parce que tu as juste regardé quelques extraits et que tu as cliqué à la fin, bien bravo, tu as été malin. J'espère que ça t'a tout de même plu. J'aime beaucoup faire les formats ciné-relax, car ça me permet de repenser à des films et des séries que j'ai pu voir récemment. Et j'aime partager mes impressions avec toi. Et surtout, j'apprécie d'en discuter derrière aussi. J'ai souvent des retours et des avis sur ce que j'ai pu dire, ou même des recommandations d'autres films, d'autres choses à voir. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, à commenter surtout, ça me fait très plaisir de te lire. Si tu peux aussi penser du coup à cliquer sur le sondage qui est en haut de la description, ça va beaucoup m'aider. Et dans tous les cas, je serai ravi de te retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. J'essaierai de la faire plus courte et de moins parler dans la prochaine. Je te remercie beaucoup